Imaginez la silhouette d'une femme cyborg qui plonge du sommet d'un gratte-ciel futuriste. Cette image culte de Ghost in the Shell, tout comme les méchants imposants d'Appleseed ou les chars-fous de Dominion Tank Police, proviennent de l'esprit d'un même homme, Masamune Shirow. Mangaka de génie et pourtant homme de l'ombre, c'est le créateur visionnaire à l'origine de ces univers cyberpunk devenus mythiques. Derrière la renommée internationale de ses œuvres, l'auteur demeure extrêmement discret. Travaillant sous pseudonyme, il évite les feux des projecteurs au point que personne ne sait vraiment à quoi il ressemble. Ce mystère n'a fait qu'alimenter la légende d'un artiste qui depuis les années 80 a révolutionné la science-fiction. Tout au long de la vidéo, on va retracer la vie de Masamune Shirow de sa naissance à Kobe en 1961 jusqu'à aujourd'hui. Préparez-vous à plonger dans l'univers et la carrière d'un auteur aussi fascinant que ses héroïnes cybernétiques. Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'attaque à un auteur qui s'est effacé devant son œuvre, Masamune Shirow. Petite précision, il n'y a aucune photo officielle et attestée malgré tout ce qu'on peut voir sur internet. J'en ai trouvé pas mal, mais à chaque fois c'est des visages différents et personne n'est capable de valider l'information à 100%. S'il y a des enquêteurs parmi vous, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça fait super plaisir, donc merci infiniment pour votre soutien. Pour tous ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker si vous kiffez le concept. Et sur ce, on est parti. Masamune Shirow, de son vrai nom Masanori Ota, naît en 1961 à Kobe, grande ville portuaire du Japon. Il grandit dans un foyer qui encourage ses penchants artistiques. Très jeune, il adore dessiner et peindre. Il dit à ce sujet: en primaire, je faisais de l'aquarelle sans trop y penser et pour m'amuser. J'allais souvent dessiner dans les montagnes ou au bord de la mer en emportant des livres d'illustration complexes que je comprenais même pas. Cette curiosité visuelle précoce annonce déjà le souci du détail qui marquera son style de dessinateur. Par ailleurs, comme beaucoup d'enfants de sa génération, il passe des heures devant la télé. Il se décrit lui-même comme faisant partie de la génération de la télé en couleur. Il a notamment été fortement influencé par des programmes venus des États-Unis et d'Angleterre. Les séries et dessins animés occidentaux des années 60 nourrissent son imaginaire tout autant que la pop culture nippone qui émerge. Outre le dessin et les mangas, le jeune Masanori s'intéresse à plein de domaines. À l'adolescence, il pratique intensivement le judo, il s'entraîne dur, ce qui le pousse temporairement à délaisser le dessin. C'est au moment de choisir ses études que sa passion artistique reprend le dessus. Il intègre l'université des arts d'Osaka où il étudie la peinture à l'huile. C'est là, sur le campus, qu'un ami lui fait vraiment découvrir le manga. Fait surprenant, Shirow admet n'avoir jamais acheté de manga avant l'université. Cette entrée tardive dans la bande dessinée japonaise explique que son propre travail est assez éloigné du manga habituel. Autrement dit, ses œuvres suivent pas toujours les conventions du genre. Par la suite, il commencera lui-même à créer des fanzines. En 1983, encore étudiant, il publie son premier manga, Black Magic. On y reviendra juste après. Ses premières influences visuelles proviennent surtout des films d'animation et des séries télévisées de son enfance. Il cite plein d'œuvres qui l'ont marqué, des classiques de l'animation japonaise, en passant par la SF occidentale. Il évoque d'abord deux séries animées phares de sa petite enfance, Tetsuji Nijuhashi, qu'on a vu plusieurs fois sur la chaîne, et Eight Man. Tetsuji Nijuhashi, c'est l'histoire d'un enfant qui contrôle un robot géant. Ça date de 1963 et c'est créé par Mitsuteru Yokoyama. Dans l'autre œuvre, Eight Man, on suit un cyborg détective. Ça date aussi de 1963 et ça a été créé par Kazumasa Hirai et Jiro Kuwata. On voit bien que le jeune Masanori, il est fasciné par la robotique et les récits de science-fiction. C'est aussi alimenté par les séries américaines et britanniques comme The Prisoner ou Star Trek. Ça lui ouvre l'esprit à une esthétique différente du manga et des fictions nippones. L'autre influence un peu surprenante pour un garçon de son âge à l'époque, c'est les shoujo. Dans son enfance, il lit le magazine Ribbon, un mensuel pour jeunes filles édité par la Shueisha. Il admire des mangakas de shoujo des années 70 comme Yukari Ishijo ou Hikaru Yuzuki. Cette attirance précoce pour les shoujo, ça lui donne une sensibilité artistique différente de la plupart des auteurs de sa génération qui ont été biberonnés au shonen. C'est ce qui explique qu'il aura un intérêt particulier à développer les personnages féminins. À l'adolescence, Masanori se passionne pour les grandes sagas de science-fiction et les mangas d'action de la génération précédente. Il cite notamment Leiji Matsumoto, qui est le créateur des classiques Space Battleship Yamato et Albator. Il cite aussi Go Nagai, pionnier du genre mecha avec Mazinger Z ou Goldorak en français, mais aussi Devilman dans un registre différent. Dans le même genre, il va être très fan de Mobile Suit Gundam et il dira à ce propos: Gundam est un exemple d'œuvre animée particulièrement influente. Enfin, parmi ses influences majeures, il mentionne Fujihiko Osono, un auteur un peu plus âgé dont les mangas mêlent humour et science-fiction, comme par exemple Crusher Joe. Toutes ces œuvres de la fin des années 60 et 70 alimentent l'imaginaire du futur mangaka et forgent son intérêt pour la science-fiction et la robotique plus particulièrement. Une fois lancé dans ses études d'art, Masanori Ota découvre en profondeur des mangas plus adultes. Il cite trois auteurs majeurs qui l'ont influencé au début des années 80. Daijiro Morooshi, connu pour ses récits fantastiques qui mêlent folklore et science-fiction, Yukinobu Oshino, notamment connu pour Blue City et Blue Hole, et bien sûr Katsuhiro Otomo, le futur créateur d'Akira, dont la maîtrise graphique et les thèmes cyberpunk l'impressionnent. Ces lectures qui vont de la SF très poussée aux univers dystopiques urbains affinent encore plus les goûts de Shirow et le poussent vers un style plus mature et ambitieux sur le plan narratif. Au même moment, il essaie de dessiner ses propres mangas. Juste pour vous resituer un peu, à ce moment-là, il rentre dans sa vingtaine.
Étudiant à l'université des Beaux-Arts d'Osaka, il se passionne aussi pour la peinture à l'huile et fait des caricatures de ses professeurs pour le journal de l'école. En parallèle de ses études, il commence à publier ses premières histoires en amateur dans des fanzines étudiants. Et il va adopter un pseudonyme pour signer ses planches. Ce pseudo, c'est Masamune Shiro. C'est la combinaison de plusieurs références. Masamune, c'est un célèbre forgeron de sable japonais qui est réputé pour son extrême finesse. Shi, ça signifie guerrier, et Ro veut dire jeune homme. Avec ce nom de plume, il montre déjà de l'ambition et affirme son identité, entre tradition martiale et modernité tranchante. L'héritage de toutes ces influences transparaît dans le style singulier de Masamune Shiro. Ses mangas mêlent les ingrédients de ses premières passions, le goût du détail technique inspiré par les robots et machines de son enfance, les thématiques cyberpunk autour de l'homme et la machine héritées des séries SF et des lectures scientifiques, et une mise en scène de protagonistes féminins charismatiques influencés par le shoujo. Shiro affirme qu'aucun créateur ne part de zéro. Je peux combiner et adapter des idées existantes pour en tirer quelque chose de nouveau, mais je doute qu'il soit possible de créer quelque chose de totalement original à 100%. Donc voilà, Masamune Shiro grandit dans un environnement artistique qui lui permet de développer très tôt son imaginaire et sa passion du dessin. Au-delà des mangas, ses références majeures elles viennent des animés et des séries SF de l'époque. Finalement, il commence à dessiner des mangas assez tardivement, c'est-à-dire quand il rentre à l'université. On va voir maintenant ses premières œuvres et ses débuts professionnels. Pendant qu'il étudie le jour, Shiro continue de créer la nuit. En 1983, durant ses années universitaires, il publie sa première histoire d'envergure dans le fanzine Atlas. Cette histoire, c'est Black Magic M66. C'est un one-shot de science-fiction qui pose les jalons de son style futuriste. On y trouve déjà une héroïne cyborg surpuissante qui affronte une intelligence artificielle rebelle dans un monde qui mêle mythologie et technologie militaire. C'est un peu un brouillon de thème qu'il affinera par la suite dans ses œuvres majeures. Ce premier manga, encore amateur, impressionne par son univers riche et l'efficacité de son action. Grâce à Black Magic, Masamune Shiro va rapidement se faire remarquer. Il prouve qu'il est capable de mener un projet complet en solo, du scénario au dessin avec une ambition rare pour un débutant. Le premier à le repérer, c'est Harumichi Aoki, qui est le boss d'une petite maison d'édition qui s'appelle la Sei Shensha. Lors d'une convention, Aoki remarque Shiro qui vend son fanzine et discute avec lui de ses projets. Séduit par son talent, il propose des conditions de publication exceptionnelles. Sa maison d'édition s'engage à publier les œuvres de Shiro directement en volume relié, sans passer par la case prépublication. C'est exceptionnel. Cette liberté éditoriale, super rare dans le milieu, permet à Masamune Shiro de peaufiner son dessin et de développer un univers futuriste cohérent à son propre rythme. C'est son point de départ professionnel. Il vit pas encore du manga et dès la fin de ses études, il devient prof de dessin. Ça lui permet de temporiser un peu. En 1987, Black Magic M66 aura même le droit à son adaptation en OAV. Il met en scène Cybelle, une journaliste courageuse qui tente de sauver Ferris, une adolescente traquée par un androïde militaire devenu incontrôlable. Le récit, rythmé comme un thriller d'action, s'apparente à une chasse à l'homme où l'armée tente de neutraliser une menace qu'elle a elle-même créée. Visuellement, l'œuvre reflète les codes de l'animation des années 80, avec un design réaliste, une animation parfois limitée, mais efficace dans les scènes d'action. Dans le contexte de l'animation japonaise, Black Magic M66 représente une œuvre emblématique de l'âge d'or des OAV. Ils sont souvent plus violents ou audacieux que les séries télé. C'est aussi la première adaptation animée d'une œuvre de Shiro, avant Appleseed ou Ghost in the Shell. Bien qu'il n'ait pas eu un grand succès commercial, l'OAV est devenu culte parmi les amateurs de SF. Sa production est marquée par l'implication directe de Shiro, qui a scénarisé et storyboardé le film aux côtés du jeune réalisateur Hiroyuki Kitakubo. Kitakubo, il avait déjà bossé sur Gundam et Lamu, et il travaillera plus tard avec Katsuhiro Otomo, notamment sur Akira, mais aussi sur l'OAV Jojo Bizarre Adventure de 1993. Avec cette œuvre, Shiro va être confronté aux limites de l'animation, aussi bien techniques que budgétaires, et ça va le frustrer par moments. Mais c'est une expérience ultra enrichissante qui lui permettra de mieux cadrer ses prochaines réalisations. Avec Black Magic, Shiro il se fait repérer alors qu'il est encore étudiant et il va passer quasiment pro directement. C'est quasiment du jamais vu dans l'industrie du manga. Je vous ai dit que l'OAV était sorti en 1987, mais ça a été rendu possible grâce au succès d'une œuvre qu'il avait envoyée juste avant en 1985, Appleseed. Grâce au soutien de la Seishinsha, Shiro va plancher sur une nouvelle œuvre qui va le consacrer comme un maître du manga cyberpunk. Cette œuvre c'est Appleseed et elle va être publiée directement en tome entre 1985 et 1989. C'est un manga ambitieux qui plonge le lecteur dans un monde post-apocalyptique après une troisième guerre mondiale dévastatrice. Shiro imagine la métropole utopique d'Olympus où coexistent humains et cyborgs en 2127. Il met en scène Dunan Knut, ex-commando du SWAT, et Briareos, son partenaire cyborg. Leur mission, c'est de préserver la paix dans cette ville au bord de l'explosion à cause de tensions sociales et de révoltes d'IA. Avec Appleseed, Masamune Shiro peaufine son style et se fait un nom dans le milieu du manga. L'œuvre remporte en 1986 le prix Seiyun qui récompense les œuvres de SF. C'est un prix qui a été remporté par des grands noms du manga comme Katsuhiro Otomo avec Akira ou encore Naoki Urasawa avec 20th Century Boys. La critique est excellente et la série s'impose comme un pilier du catalogue de la Seishinsha. Grâce à ce succès, il quitte son job de prof et se consacre au manga à plein temps dès 1989. Reconnu par ses pairs et suivi par un public de plus en plus large au Japon, le succès d'Appleseed va dépasser les frontières.
Quand il reçoit le prix Seiyun en 1986, il y a un jeune scénariste canadien dans l'assistance qui s'appelle Torrance Smith. Il est fasciné par l'œuvre de Shiro et il comprend tout de suite le potentiel d'Appleseed pour un public occidental. Il décide alors de traduire l'œuvre en anglais. Il fonde pour ça sa propre société, Studio Proteus, dédiée à la traduction et à la promotion du manga en Amérique du Nord. Grâce à l'initiative de Torrance Smith, Appleseed devient l'un des premiers mangas de science-fiction adulte disponibles en anglais. Publié chez l'éditeur américain Eclipse puis chez Dark Horse, le titre ouvre la voie à de nombreuses autres œuvres japonaises sur le marché occidental. Sur les 10 mangas qui ont fait découvrir le genre au public américain à la fin des années 80, Torrance Smith en a co-traduit 9, dont Appleseed. Le mec est carrément visionnaire. Cette diffusion internationale installe Masamune Shirow comme une figure de proue du manga cyberpunk, bien au-delà du cercle des initiés. Il reste plus qu'à conquérir le grand public, ce qui tardera pas avec son prochain projet. Évidemment, il y aura plusieurs adaptations. D'abord un OAV en 1988, réalisé par Kazuyoshi Katayama, qui bossera plus tard sur plein de grosses œuvres, comme par exemple Nausicaa, la vallée du vent. Alors que Shiro se retire de la création active, ses œuvres continuent de vivre à travers de nouvelles adaptations. Appleseed va connaître un regain d'intérêt au début des années 2000 grâce à la 3D. La première adaptation du genre sort en 2004, puis ça va s'enchaîner. Appleseed Ex Machina en 2007, qui est une suite directe du film de 2004, puis Appleseed 13 sous forme de série TV en 2011, et Appleseed Alpha qui est un préquel qui sort en 2014. Bien que Masamune Shirow n'ait pas directement participé à ces adaptations, il en a validé les grandes lignes. Leur existence prolonge l'impact de son œuvre sur l'animation et le public international. Les adaptations n'ont pas toutes reçu le même accueil. Celle qui se distingue, c'est clairement celle de 2004, avec 1,6 million de dollars de recettes, ce qui est reconnu comme l'adaptation la plus ambitieuse et influente. Celle de 2007 a aussi reçu un accueil assez positif, notamment parce qu'il y avait John Woo en tant que producteur exécutif. Les autres ont reçu une critique plutôt mitigée. Quoi qu'il en soit, Appleseed a clairement contribué à populariser l'animation japonaise dans le genre cyberpunk à l'international. Même si toutes les adaptations n'ont pas cartonné, Appleseed ça a laissé une vraie empreinte dans le manga et dans la SF. C'est une œuvre qui fait vibrer les fans de cyberpunk et qui reste cool à découvrir. Ça a clairement popularisé le genre à l'international et surtout, Shiro il s'est fait un nom dans l'industrie. À la fin des années 80, la réputation de Shiro atteint les grands éditeurs. En 1989, la Kodansha, qui est une des plus grosses maisons d'édition de l'époque, lui propose de rejoindre Young Magazine pour y publier une nouvelle série. C'est dans ce cadre que Masamune Shirow entame la création de son manga le plus emblématique, Ghost in the Shell. Prépublié à partir de 1989 sous le titre original Kokaku Kidotai, qui signifie unité mobile blindée, l'œuvre nous transporte dans un futur cyberpunk ultra technologique où la frontière entre l'homme et la machine est floue. Shiro y dépeint un monde plus complexe et ambigu que jamais, mêlant intrigues politico-militaires, multinationales avides de pouvoir et cyberterrorisme. L'héroïne, le major Matoko Kusanagi, est une femme cyborg dotée d'une force et de capacités hors du commun. À la tête de la section 9, une unité d'élite spécialisée dans la lutte contre la criminalité high-tech, elle enquête sur les menaces les plus périlleuses planant sur la société. A l'origine, il s'agit d'une suite spirituelle à Appleseed, mais en plus introspectif et orienté vers les problématiques d'identité, d'IA et de cybersécurité. Shiro raconte dans ses rares interviews qu'il a été fortement inspiré par le jeu The Game of Life de John Conway, qui l'a poussé à réfléchir au rapport entre technologie, choix individuel et conscience humaine. Ghost in the Shell se distingue d'emblée par son ton adulte et philosophique. Shiro y multiplie les réflexions sur l'identité, comme par exemple le Ghost qui désigne la conscience dans un corps artificiel, sur l'évolution d'une société hyper connectée et sur les dérives potentielles de la cybernétique. Visuellement, il pousse encore plus loin le niveau de détail et truffe presque chaque page de notes explicatives et schémas techniques pour enrichir la compréhension de son univers. Le début des années 90 voit Ghost in the Shell gagner en ampleur. Au fil des chapitres, Shiro anticipe de nombreux enjeux de la société numérique naissante, comme le piratage informatique ou la cybercriminalité. À cette époque, Internet en est encore à ses balbutiements, c'est donc un regard plutôt visionnaire. L'atmosphère de son récit, plus sombre que ses œuvres précédentes, fait écho aux inquiétudes de la fin du XXe siècle. D'autant plus que des événements réels vont avoir une résonance particulière. Le 20 mars 1995, un attentat terroriste au gaz sarin frappe le métro de Tokyo et quelques semaines plus tôt, en janvier, un puissant séisme ravage Kobe, la ville natale de Shiro. C'est comme si les thèmes de Ghost in the Shell, terrorisme, instabilité sociale, ville en ruine, semblent se concrétiser. C'est également en 1995 que Ghost in the Shell accède à une notoriété planétaire. Le réalisateur Mamoru Oshii porte le manga à l'écran dans un film d'animation ambitieux qui sort au Japon en novembre de cette année-là. Mamoru Oshii, c'est un grand réalisateur japonais qui avait déjà bossé sur Lamu et qui aura une carrière exemplaire. Oshii reçoit carte blanche de la part de Production IG avec un budget de 6 millions de dollars qui est un record pour l'époque. Le film combine animation traditionnelle et images de synthèse, une première dans l'animation japonaise. Il adopte un ton beaucoup plus sérieux, froid et philosophique que le manga. Dans le manga, le personnage de Kusanagi peut être espiègle, voire vulgaire. Oshii la transforme en personnage stoïque, presque spectral, et il supprime la plupart des touches d'humour pour donner un ton plus métaphysique. Oshii a souvent dit qu'il lisait pas vraiment les scripts de Shiro, préférant imposer sa propre lecture.
Shiro n'a pas été très impliqué dans la production du film. Il a donné son accord, mais s'est pas opposé à la réinterprétation. Dans des interviews, il dira « Le film de Oshii, c'est sa propre version. Je pourrais pas faire un film comme ça, mais j'ai beaucoup de respect pour son travail. » Le film se veut presque l'antithèse du manga. Là où Shiro densifie et digresse, Oshii épure et contemple. Cette différence est à la fois source de tension créative et de richesse artistique. Presque simultanément, les éditions Dark Horse publient la traduction américaine du manga original, ce qui permet au public occidental de découvrir enfin l'œuvre de Shiro. Le film d'Oshii, avec son esthétique cyberpunk et ses questionnements métaphysiques, devient instantanément culte et révèle au grand public l'univers de Ghost in the Shell. L'année 1995 marque ainsi l'entrée royale de Shiro dans le monde de la science-fiction mondiale. Ce film, visuellement révolutionnaire, impressionne par sa profondeur et sa maturité et ouvre la voie à l'acceptation de l'animation japonaise adulte par le grand public occidental. Des réalisateurs renommés s'en inspirent ouvertement, comme par exemple les Wachowski, créateurs de Matrix, qui ont montré le film à leur équipe pour définir l'esthétique de leur propre univers. Ou encore James Cameron, qui a lui-même salué Ghost in the Shell comme le premier film d'animation pour adultes à atteindre un niveau d'excellence littéraire et visuelle. Avec tous ces éloges, Ghost in the Shell s'impose comme une œuvre culte de la science-fiction aux côtés des classiques du genre. Le manga publié entre 1989 et 1991 connaîtra plusieurs suites. D'abord Ghost in the Shell 1.5 Human Error Process. C'est publié entre 1991 et 1996. C'est un recueil de 4 histoires courtes, initialement destinées à être incluses dans un second volume du manga original, mais jamais intégrées pour des raisons éditoriales. Elles sont finalement regroupées sous le nom 1.5 car elles se situent entre le volume 1 et le volume 2. On y retrouve Motoko Kusanagi en pleine activité au sein de la section 9 avant sa fusion avec le réseau à la fin du volume 1. Le livre contient des notes de bas de page techniques très détaillées où Shiro digresse sur la cybersécurité, les armes, les IA, etc. De 1997 à 2001, il y aura encore une autre suite appelée Ghost in the Shell 2 Man-Machine Interface. Il s'agit de la suite directe du premier manga, prenant place quelques années après la fusion de Motoko avec le Puppet Master. Motoko y apparaît sous une nouvelle identité numérique, Motoko Aramaki, une conscience post-humaine connectée au réseau global. Expérimental, très dense et parfois abstrait, certains lecteurs le trouvent difficile à suivre visuellement. Moins populaire que le volume 1, il est souvent salué comme visionnaire par les amateurs de science-fiction théorique. De 2002 à 2005, Shiro collabore étroitement avec le studio Production IG sur la série télévisée Ghost in the Shell Stand-Alone Complex. Contrairement au film d'Oshii, cette série animée se veut beaucoup plus fidèle au manga d'origine. Elle adapte notamment plusieurs intrigues du manga, en mettant l'accent sur les enquêtes de la section 9 qui avait fait le succès de l'œuvre originale. Shiro supervise la cohérence de l'univers et apporte son expertise visuelle. On lui doit en particulier le design emblématique des Tachikoma, ces petits tanks robots dotés d'une intelligence artificielle collective. L'œuvre alterne entre épisodes indépendants et arcs narratifs principaux. La section 9, dirigée par Aramaki, enquête sur des cybercrimes, du terrorisme, de la corruption gouvernementale, etc. La première saison tourne autour du Loathing Man. C'est un hacker insaisissable capable d'effacer sa présence en temps réel. C'est une réflexion sur la vérité, la manipulation de l'information et la surveillance généralisée. À côté de ça, on a aussi des épisodes indépendants, parfois drôles, parfois ultra techniques, avec les Tachikoma, des tanks araignées hyper attachants qui deviennent peu à peu conscients d'eux-mêmes. Second G.I.G., la saison 2, est plus sombre et plus politique. Elle traite de la crise des réfugiés et d'un groupe armé appelé Individu 11. Les enjeux montent d'un cran avec des luttes de pouvoir, du terrorisme d'État et un monde de plus en plus instable. En 2006, la série se conclut avec un film TV, Solid State Society, où Kusanagi affronte un nouvel ennemi invisible, une IA qui veut guider la société humaine à sa place. Plus récemment, Netflix a lancé SAC 2045 en 3D. Visuellement, c'est particulier, mais l'histoire continue d'explorer des thèmes lourds comme la guerre perpétuelle et les post-humains. Stand-Alone Complex est la version la plus riche, la plus humaine et souvent la plus claire de Ghost in the Shell. Si tu veux plonger dans le cyberpunk japonais sans te perdre dans la philo pure, c'est par là qu'il faut commencer. Côté adaptation animée, l'OAV de 1995 sera pas le seul. En 2004, il y a une suite directe qui s'intitule Ghost in the Shell 2 Innocence. Il est aussi réalisé par Mamoru Oshii et adopte une atmosphère encore plus symbolique. Presque 10 ans plus tard, en 2015, sort Ghost in the Shell The New Movie. Dans celui-ci, il y a plus d'action et ça fait écho à la série Arise qui est un préquel. Ghost in the Shell Arise, c'est la relecture moderne des débuts du Major Kusanagi. En 5 OAV, on découvre sa jeunesse, ses premières missions et la formation de la section 9. Visuel plus épuré, ambiance plus nerveuse, c'est une version plus accessible et plus humaine de l'univers cyberpunk. L'influence de Shiro atteint son apogée quand Hollywood commence à s'intéresser à Ghost in the Shell. En 2017 sort le film en live action Ghost in the Shell, super production américano-japonaise réalisée par Rupert Sanders avec Scarlett Johansson dans le rôle du Major Kusanagi. Ce blockbuster témoigne de la place qu'occupe l'univers de Shiro dans la culture populaire mondiale. Rares sont les mangas adaptés par Hollywood à une telle échelle. Le film reprend l'esthétique cyberpunk et plusieurs scènes cultes du manga et du film d'animation de 1995. Malgré une promotion massive, le film reçoit un accueil mitigé. Visuellement, il est salué pour sa fidélité à l'ambiance originale, mais de nombreux fans reprochent au film d'avoir simplifié la portée philosophique de l'œuvre et d'avoir choisi une actrice occidentale pour incarner un personnage japonais iconique. Shiro, égal à lui-même, reste en retrait. Il n'a pas participé à la production, mais juste donné son approbation initiale.
Si le film n'a pas atteint le succès escompté, il reste quand même la preuve de l'impact planétaire de la création de Shiro. Ghost in the Shell, c'est pas que des films et des séries cultes, c'est aussi des jeux vidéo marquants. Sorti en 1997 sur Play 1, le premier jeu Ghost in the Shell est un excellent shooter où tu pilotes un Fushikuma. Il est salué pour son gameplay fluide, ses graphismes impressionnants pour l'époque et surtout pour ses cinématiques animées supervisées par le studio Production IG. Ensuite sur PS2 et PSP, on a eu droit au jeu Standalone Complex, directement inspiré de la série télé. Cette fois, on incarne le Major dans des missions d'infiltration et de combat, avec une ambiance plus proche du thriller technologique. C'est des jeux plus classiques dans leur structure, mais qui prolongent bien l'univers de la série. Côté Japon, plusieurs titres mobiles et jeux en ligne Ghost in the Shell ont vu le jour, souvent centrés sur le tir tactique ou le hacking. L'un des plus connus reste First Assault Online, un FPS multijoueur qui a malheureusement été arrêté en 2017. Bref, même dans le gaming, Ghost in the Shell a laissé sa trace chez les fans. En résumé, Ghost in the Shell, c'est l'œuvre la plus connue de Masamune Shirow. C'est celle qui a défini son style avec un mélange de cyberpunk, de philosophie et d'action high-tech. Mais la carrière de Shirow s'arrête pas à Ghost in the Shell. Il y a tout un univers d'œuvres moins connues, parfois expérimentales, parfois plutôt délirantes. Il y a des titres comme Dominion, Tank Police ou Orion qui méritent qu'on s'y attarde. Et c'est ce qu'on va voir dans cette partie. En 1985, parallèlement à Appleseed, Shirow explore un registre plus léger avec Dominion. Ce manga, initialement prépublié dans le monthly comic de la Hakusensha, se déroule dans un futur proche où la pollution est tellement forte que les habitants doivent porter des masques à gaz en permanence. Face à une grosse criminalité, la police de Newport City déploie des tanks pour faire régner l'ordre. L'histoire suit Leona Ozaki, une policière tête brûlée, aux commandes d'un char blindé nommé Bonaparte, qui lutte contre un gang de criminels extravagants. Dominion tranche par son ton beaucoup plus humoristique et décomplexé, peuplé de personnages hauts en couleur. Dominion, c'est le pendant satirique d'Appleseed et ça aborde la science-fiction sous l'angle de la comédie d'action. Shirow s'y amuse, multiplie les scènes destructrices absurdes et les clins d'œil parodiques. Le succès est au rendez-vous et une adaptation en OAV voit le jour en 1988. Si Dominion reste moins profond que les autres créations de Shirow, ça démontre sa polyvalence. Le succès de cette première adaptation entraîne une suite en 1993, New Dominion Tank Police. Plus moderne graphiquement, cette série de 6 épisodes s'éloigne un peu du délire original pour proposer un ton plus sérieux, mais toujours centré sur l'action et l'humour noir. Les personnages comme Leona, Hal ou les Puma Sisters gagnent en profondeur tout en conservant leur énergie cartoonesque. Plus tard en 2006, une troisième et ultime adaptation, Tank SWAT 01, vient conclure cet univers avec un OAV. Ça a reçu un accueil plus discret, mais ça montre la longévité de la franchise. Au final, Dominion s'impose comme l'un des rares titres cyberpunk capables de mêler tank, chaos et humour. En 1991, Masamune Shirow prend tout le monde à contre-pied avec Orion, un manga unique en son genre. Ici, plus de tanks ou de réseaux câblés, Orion c'est de la SF mêlée à de la fantasy, dans un empire galactique inspiré du Japon féodal. On y suit Susanoo, une jeune exorciste ultra armée, qui a pour mission de stopper un rituel cosmique visant à purger le karma négatif de l'univers. On y ajoute des dieux de guerre à tête de lion et des implants cybermagiques, et on obtient un ovni narratif. Graphiquement, Orion c'est une claque. Décors foisonnants, détails hallucinants et explosion de symboles à chaque page. Shirow se lâche complètement, à la fois dans le dessin et dans les notes de bas de page, où il balance des équations, des critiques sociales et des réflexions métaphysiques. Moins connu que Appleseed ou Ghost in the Shell, Orion c'est pourtant un de ses mangas les plus personnels. À la fin des années 90, Masamune Shirow change radicalement de trajectoire. Après avoir conçu des univers narratifs riches comme Appleseed, Dominion ou Ghost in the Shell, il perd peu à peu le goût pour la narration. Ce qu'il veut maintenant, c'est dessiner sans contrainte, sans découpage et surtout sans devoir relier ses images à une intrigue. Il se consacre alors pleinement à l'illustration en produisant des œuvres pour des romans, des jeux vidéo, des calendriers, mais surtout des artbooks. Cette évolution lui offre une liberté totale. Il peut explorer ses thèmes de prédilection, à savoir les corps féminins athlétiques et les machines high-tech complexes, sans avoir à créer toute une histoire. Autour des années 2000, il arrête pratiquement de produire du manga. Ses éditeurs, qui espéraient de nouvelles aventures dans l'univers de Ghost in the Shell ou Appleseed, comprennent que Shirow ne publiera plus de séries régulières. C'est symbolisé en 2013 par Ghost in the Shell Arise qu'on a vu avant et qui est confié à un autre dessinateur. C'est pour ça que pour explorer tout l'univers de Shirow, il faut passer par ses artbooks. Ce virage vers l'illustration, c'est pas un simple changement de support. Ça montre surtout l'intérêt de Shirow pour la construction d'univers complet. C'est d'ailleurs un élément qu'on retrouve depuis le départ puisqu'il a toujours fait en sorte de garder une cohérence technique en adéquation avec ses intrigues. Dans Appleseed, il va jusqu'à publier un databook qui est un volume entier dédié à la géopolitique, aux armes et aux technologies de l'histoire. Pareil pour Ghost in the Shell, où il y a de nombreux chapitres qui prennent la forme de mini-encyclopédies, où on y trouve des explications techniques sur les cyborgs ou les réseaux. Un des meilleurs exemples de son esprit architecte, c'est le projet NeuroHard. C'est publié dans les années 90 sous forme de cours d'histoire qui mêlent manga, croquis et textes scientifiques. L'univers se situe en 2300 sur une planète peuplée d'abeilles intelligentes et d'extraterrestres humanoïdes. Shirow imaginait une fiction collaborative où d'autres auteurs pouvaient créer leur propre récit dans le même monde. Le projet n'a pas abouti, mais ça démontre son esprit architectural.
Avec Shiro, tout commence par une structure, un écosystème, un système politique ou encore une logique technologique. Le récit, lui, ne vient qu'après. On peut comparer sa démarche à celle de Tolkien, qui a créé un univers pour servir les langues qu'il a inventées. Dans les années 2000-2010, Masamune Shirow s'oriente vers une production d'illustrations avec souvent une dimension érotique. Il lance plusieurs séries comme Gal Grise, qui est un ensemble d'illustrations mettant en scène des guerrières hyper sexualisées dans des univers différents. Il compile aussi ses créations dans des artbooks comme Intron Depot ou Pieces, très appréciés des collectionneurs. On y retrouve des corps féminins, des reflets métalliques, des armes détaillées, etc. Pour Shirow, ces héroïnes, c'est des symboles. Elles incarnent une nouvelle relation au corps, à la machine et au futur. Et pour plaisanter, il dit aussi qu'il préfère dessiner des femmes que des mecs musclés toute la journée. Il a aussi un profond amour pour le design mécanique. Contrairement à beaucoup de mangaka, il délègue jamais les décors ou les mechas. Il dessine tout lui-même jusqu'au moindre boulon. Il se contente pas de créer des machines spectaculaires, mais il imagine comment elles fonctionnent et comment elles s'intègrent dans la société. C'est cette précision obsessionnelle qui donne à ses œuvres une vraie crédibilité et une grosse puissance visuelle. Aujourd'hui, l'influence de Masamune Shirow sur la SF est incontestable, au Japon comme à l'international. Avec Akira de Katsuhiro Otomo, ses œuvres ont contribué à populariser le genre cyberpunk dans le manga. Le Major Kusanagi, mi-humaine, mi-machine, est devenu une figure culte. Au-delà de ses personnages iconiques, Shirow a redéfini les codes de la science-fiction en bande dessinée. Il est souvent comparé à des écrivains comme Frank Herbert, le créateur de Dune, pour sa capacité à bâtir des mondes crédibles. C'est techniquement détaillé, avec une profondeur rarement vue dans le manga. Sa rigueur graphique, son sens du détail et son approche philosophique de la technologie ont marqué des générations de mangaka, de réalisateurs et de game designers. On a déjà parlé des Wachowski avec Matrix ou encore de James Cameron avec Terminator, mais il a aussi inspiré Hideo Kojima, le créateur de Metal Gear Solid, ou encore Yukito Kishiro, le créateur de Gun. Malgré le succès mondial de ses œuvres, Masamune Shirow est quelqu'un d'hyper discret. Depuis le séisme de Kobe en 1995, il s'est installé en retrait, préférant la discrétion à la vie publique. Aucun passage en convention, pas d'interview télévisée et surtout aucune photo récente. Et ceux qui l'ont rencontré en personne sont très rares. Tout ça, ça a créé autour de lui une aura quasi mystique. À plus de 60 ans, Shirow continue de vivre loin des projecteurs. Il se consacre sans doute à ses illustrations personnelles et observe à distance les nombreuses adaptations de ses œuvres. Ce silence intrigue autant qu'il fascine. Quoi qu'il en soit, cette distance renforce l'admiration que lui portent ses fans. Shirow est perçu comme un créateur pur, donc chaque rare prise de parole devient un événement. Sa dernière interview date de 2023 et a été publiée sur le site de la franchise Ghost in the Shell. Il revient sur l'origine de la création de ses œuvres et l'inspiration qu'il a puisée du jeu The Game of Life de John Conway. À l'image de ses personnages, souvent détachés du système, il s'est lui-même placé en marge du tumulte. C'est un esprit libre dont l'œuvre continue de parler pour lui. En retraçant la vie et la carrière de Masamune Shirow, on mesure le chemin parcouru par cet auteur hors norme. De ses débuts modestes dans les fanzines de Kobe jusqu'à la reconnaissance internationale de Ghost in the Shell, il aura marqué de son empreinte le manga, l'animation et la science-fiction tout entière. Visionnaire, perfectionniste et insaisissable, Shirow a su donner corps aux angoisses et aux espoirs de l'humanité face à la technologie. Ses héroïnes cybernétiques et ses univers détaillés continueront d'inspirer les créateurs et de fasciner le public pendant de longues années. Masamune Shirow est toujours resté fidèle à son image d'homme de l'ombre, loin des feux médiatiques. Son œuvre, elle, a acquis sa propre vie, se déployant dans l'imaginaire collectif tel un réseau aux ramifications infinies. Voilà l'équipe, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'était encore un régal de découvrir un nouveau mangaka, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker, ça fait toujours très plaisir. Et je vous dis à la prochaine.